Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, retour sur l'actualité avec un film d'horreur français sorti en salle ce mercredi, le mercredi 15 novembre, avec le nouveau film de Mathieu Turi, Gueule Noire. Gueule Noire prend place en 1956 dans le nord de la France, où un groupe de mineurs escorte un professeur au fond de leur mine à plus de 1000 mètres sous terre pour faire des prélèvements. Tout part en couille quand il tombe sur une crypte abandonnée depuis des siècles et réveille sans le savoir une antique créature qui a la dalle. Nos mineurs doivent donc réussir à trouver la sortie de la mine avant de se faire dévorer un par un. Les mines, c'est difficile, mais vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors, c'est lui notre arabe? Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende, une sorte de dieu. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. On est tombé sur un truc qui nous dépasse, mec. Gueule Noire est un film écrit et réalisé par Mathieu Turi, un nom souvent associé au cinéma d'horreur français, puisque ses deux premiers films, Hostile en 2017 et Méandre en 2020, étaient tous les deux déjà des films d'horreur. C'était donc évident qu'on parle de son nouveau film, et pour l'occasion, Mathieu Turi a accepté de venir chez nous, chez Jumpscare, pour cet épisode. L'épisode va donc se découper en deux parties. Une première partie où l'équipe donnera son avis sur le film, sans Mathieu, puisqu'on va pas le forcer à subir une critique intense d'une heure sur son film, et une partie interview en présence de Mathieu. Mathieu qu'on remercie au passage, lui et son équipe d'attachés presse, Youssef et Julien plus précisément, qui ont permis de rendre ça possible. Par contre, qui dit critique d'un film au cinéma plus interview d'un réalisateur dit spoiler. On va pas révéler la fin du film non plus, mais si vous tenez à y aller les yeux fermés, il est plutôt préférable d'écouter ce podcast après avoir vu le film. Pour parler de Gueule Noire aujourd'hui, nous sommes en présence de Dario du podcast Plan Plan. Bonsoir. Amélie du Festival de Cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Le Coin du... Pardon. Non. Le coin du Il y a une bitch. petite erreur dans mes notes. Mylène, c'est sûr, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain du Bistrot sur Filmo. Alors, allons-y pour Gueule Noire. Lily, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi j'avais bien aimé Hostile et Méandre. Dans les deux cas j'avais trouvé que ça tentait plein de choses de manière honorable avec peu de moyens. Or mon problème c'est qu'à chaque fois j'ai trouvé que le peu de moyens se voyait à l'écran. Au point que ça m'a fait sortir du film les deux fois. Mais quand j'entre dans Gueule Noire, là je me dis que le décor il est vraiment beau. Et j'y crois vraiment. Visuellement il y a des choses assez belles dans Gueule Noire. J'ai notamment beaucoup aimé le plan où on les voit jauger l'obscurité depuis un trou dans le sol et où on sent qu'il y a possiblement un danger tapis dans l'ombre. Malheureusement, ça redevient un petit peu de chipouille à la survenue du fantastique. Et ça commence pour moi dès qu'on voit les phrases écrites au sang sur les murs, qui sont super rouges et dégoulinants comme du sang frais, alors que c'est censé être là depuis des décennies. Puis arrive le monstre qui est très statique et qui sent un petit peu le plastique. Et en plus, je sais pas trop ce qui est arrivé à Jean-Hugues Anglade, mais il joue super bien. Il joue super bien jusqu'à ce qu'il doive faire un peu le méchant. Et là, il a un revirement et d'un coup, il passe en mode Dark Zorg. Je sais pas si vous avez la ref. Non. Oh putain. Parce que pour moi, Jean-Hugues Anglade, ça restera Zorg pour toujours dans mon cœur. Voilà. Et donc, il passe en mode Dark Zorg et ça sonne
un petit peu faux. Donc j'ai vu plein de petits défauts dans le film comme les 2 dernières fois. Et pourtant, je suis beaucoup moins sortie du truc. J'ai trouvé que ça avait un certain charme, qu'il y avait une vibe un petit peu Hammer film, ou plus largement film de malédiction des années 60. Le décor du tombeau, d'ailleurs, il m'a fait penser un peu au Maléfice de la momie de Michael Carreras. Et j'adore tous les trucs un peu kitsch de cette période. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une itération. D'autant plus plutôt sympa et pas mal filmé. Donc disons que j'ai pas sauté au plafond, mais que ça m'a bien plu. Voilà. Ok, rapide, efficace. Comme t'as dit, donc Jean-Hugues Anglade, quand même un grand nom de l'acting en France, qui a quand même une sacrée carrière. On retrouve aussi Samuel Le Bihan. Il y a aussi plein de petits nouveaux. Il y a Amir El Kassem qui joue le personnage principal, qui joue ce mineur qui descend avec sa team d'habitués et qui lui est totalement paumé. Et c'était assez marrant de voir un autre acteur connu, Bruno Sanchez, Catherine et Liliane, voilà, oui, un des vrai. mecs du duo. Je le place maintenant parce que je sais que je pourrais pas le placer plus tard. C'est fabuleux. Merci beaucoup de ton avis de ton côté, Mylène, Gueule Noire. Donc, déjà, Mathieu Turi, qu'est-ce que tu en penses de son cinéma? Et Gueule Noire, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je suis très fan d'Hostile, c'est parce que c'est pas mon genre, simplement. Par contre, j'avais bien aimé Méandre. J'avais trouvé ça assez chouette. Là, ça me ressemblait déjà un peu plus. J'avais souvenir d'avoir été un peu frustrée par le dénouement final. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans son cinéma, en fait, c'est la gestion de l'espace. C'est un truc que j'aime bien et que j'ai retrouvé justement dans Gueule Noire. Là, en plus, c'est dans des vrais décors. Et j'ai trouvé ça assez beau, assez chouette. Et vraiment, moi, je trouve qu'en fait, on se perd jamais dans cette grotte. Et c'est plutôt sensé. Et c'est assez dur, mine de rien, dans un huis clos comme ça, de pas perdre le spectateur. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je pense aussi mon gros coup de cœur dans Gueule Noire, justement, c'est aussi la gestion des lumières et des ombres et de ce qu'on choisit de montrer et de cacher. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche beaucoup sur moi, notamment montré par des petites fentes, par des petits trous, de gérer en fait tel personnage qu'on va suivre avec juste sa lampe frontale, ce qu'on va voir par son biais. Et ça marche bien chez moi. Au début, j'avais assez peur parce que typiquement, moi, les films d'horreur dans les grottes, dans les mines, c'est tout sauf mon genre. J'ai pas du tout accroché à The Descent. C'est des genres... Pourtant, je suis claustro, mais bizarrement, ça ne marche pas sur moi. Et là, en fait, dès le départ, j'ai été assez prise par l'ambiance. J'ai trouvé que ça marchait très bien. Et pourtant, Samuel Le Bihan, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oula, c'est un acteur avec lequel j'ai du mal. Donc, ça va être très compliqué, surtout s'il a un main role. Mais finalement, ça a plutôt matché parce que l'acteur principal, justement, ce petit nouveau dans la grotte, dans la mine, marche très bien. Je trouve que vraiment, il tient tout le film. Lui et justement Jean-Hugues, qui est très très bon. Moi, ça a marché pour moi. Et je suis plutôt raccord avec Lily. Je trouve que le monstre, par contre, même s'il est très beau, même si esthétiquement, on voit qu'il y a un travail de malade sur le design du monstre, sur les recherches, il y a eu un truc un peu figé et statique qui m'a frustrée, en fait. Quand il a fini par apparaître, je trouve que même si la tension est bien gérée du coup durant toute l'attente, même si l'espace ça marche bien, l'obscurité ça marche bien, le huis clos aussi, et ben finalement, quand le monstre apparaît, ça fonctionne plus pour moi. Il y a un truc qui marche pas. Et peut-être parce que encore comme l'a dit Lily, il est trop figé. Par contre, j'ai un peu retrouvé la même ambiance que dans La Momie de 99. Et ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai bien aimé le film en fait. J'ai un peu revu cette quête d'exploration en mode on va toucher à n'importe quoi, essayer de fouiner là où on doit pas fouiner et finalement peut-être je vais pas en dire plus pour pas trop spoiler. Mais en tout cas, moi la vibe momie a très bien marché sur moi. Et encore une fois, je trouve que c'est un film qui a des très beaux effets, qui a un très beau cadre, très beau décor. Et pour moi, c'est chouette aujourd'hui de voir des films qui choisissent de pas utiliser de fond vert. J'avoue que souvent ça manque les effets pratiques et c'est ce qui fait que Gueule Noire, c'est pas un coup de cœur pour moi. Je me suis pas pris une claque. Et il y a notamment dans le dénouement, je ressens un peu la frustration que j'ai pu ressentir dans Méandre. Ce petit chouïa en fait qui m'empêche d'avoir un coup de cœur. Mais je trouve que visuellement, en fait, ça marche quoi. Ça marche, c'est efficace. Et j'ai envie de soutenir ce genre de film. Très bien dit. T'as dit un truc intéressant, je trouve, je me permets de rebondir. Le film se passe du coup dans une grotte où les mineurs sont perdus et tu as dit le film ne perd jamais le spectateur dans cette grotte, ce qui est un avantage. Est-ce qu'au final c'est pas plutôt un échec de ne pas
perdre le spectateur dans une grotte obscure où t'es censé être paumé? Je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, là, on n'est pas dans un film, par exemple, comme dans Catacombes, où le but, c'est vraiment qu'on n'ait pas de notion de l'espace. Là, pour moi, finalement, oui, le huis clos, c'est vraiment une notion du film, mais c'est un peu un jeu de cache-cache, en fait. C'est finalement un peu un 1, 2, 3 soleil. Et en fait, c'est là où, pour moi, le film, il échoue un peu. C'est qu'on n'a pas la tension, justement, du jeu de cache-cache avec le monstre. Ça m'a un peu frustrée. Mais par contre, en tout cas, le film, pour moi, il est pas censé perdre le spectateur. Ça se joue pas là-dedans, en tout cas. Il y a quand même ce truc du mot qui se lie à l'endroit à l'envers, qui est censé être une carte. Et j'ai trouvé, du coup, moi, je rejoins Romain sur le fait, je trouve qu'on se perd pas trop et que c'est dommage parce que il y a une tentative quand même de trouver son chemin là-dedans, quoi, à travers cette carte. Je sais pas si je suis claire. Si, totalement. Et les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui se demandent mais c'est quoi Méandre et Hostile, très bref résumé, Hostile, c'est l'histoire d'une fille qui a un accident de voiture dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures et elle tente de survivre en fait. La voiture est retournée, elle a une créature qui rôde autour et voilà. Méandre, c'est l'histoire d'une nana qui se réveille dans un tube et qui du coup va devoir sortir d'un dédale de tube gigantesque avec des pièges dedans. Voilà, on peut pas en dire plus pour pas spoiler, mais voilà, pour situer un peu ce qu'il a fait avant Mathieu Turi, toujours derrière le thème de l'obscurité et de la claustrophobie au milieu. Voilà. Merci Mylène, ça part plutôt bien pour Gueule Noire, surtout depuis nos derniers épisodes. Dario, Gueule Noire, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé et est-ce que tu connaissais déjà Mathieu Turi avant? Alors, je suis pas très au fait du cinéma de Mathieu Turi. Moi, j'avais pas vu Hostile et Méandre, mais pour le coup, Gueule Noire, j'ai plutôt bien aimé. Et à contrario, moi, je trouve qu'on est un peu perdu dans l'espace, alors que, c'est pas très clair, je trouve, l'espace dans le film. Du coup, j'ai un peu un avis inverse. Du coup, pour moi, c'est un échec parce que l'espace est censé être assez simple en fait à décrire et à comprendre. Et finalement, on se perd dedans. Donc pour moi, il y a quand même cette notion d'échec sur la notion d'espace, comme on parlait, comme vous en parliez juste avant. Mais je trouve que le film, il a des qualités qui sont vraiment cool, notamment le côté éclectique en fait de cette bande de gars là. Il y a un Espagnol, un Italien, un Français, un Marocain. Moi, j'aime bien ce petit côté, la bande là qui essaie de reconstruire la France d'après-guerre, quoi, où tu vois que les gars, ils en ont chié pendant la guerre, ils ont vu des choses et tout, notamment le Bihan qui en parle très clairement. Oui. Mais sans surprise, mon personnage préféré, c'est l'Italien. Bizarre, Dario. Mais du coup, je rejoins aussi Mylène sur le côté statique de la créature, mais je trouve qu'elle a du sens. Parce que le film, en tout cas, je l'ai un peu interprété comme ça. Il y a un côté très jeu vidéo, en fait, dans le film. Que ce soit dans les cadres qui sont très très larges et du coup qui sont pas spécialement enclins à être claustrophobiques. Mais le côté, il y a une énigme, on ramasse un objet au début et après cet objet-là, il permet d'ouvrir le tombeau, machin. Bon, je veux pas trop dire non plus, mais il y a un côté très jeu vidéo et le fait que la créature, elle soit très statique avec ses grands bras-là, ça m'a fait penser vachement à Slenderman. Et du coup, il y a ce côté en fait qui est très logique. Et c'est pour ça le côté 1, 2, 3 soleil dont parlait Mylène. Slenderman, il apparaît, il est tout droit, tu vois, c'est un espèce de bâton, quoi. Et du coup, le côté jeu vidéo du film, je sais pas si Mathieu Turi joue à des jeux vidéo, mais j'imagine, en fait, vu comment comment le film est construit, tu vois, mais je sais pas si c'était conscient ou pas. Mais du coup, je trouvais que c'était plutôt cool et ça fait plaisir de voir ce genre de film en France, en salle de cinéma. Surtout pour un petit budget, au final. Faut pas oublier, le film a coûté 4 millions de ce que j'ai trouvé en ligne. Mathieu, si tu nous écoutes, tu pourras même nous confirmer ça bientôt dans l'épisode. Au passage, voilà, c'est l'avantage de t'avoir aujourd'hui. Petit budget quand même. Et je trouve qu'on sent quand même l'économie de moyens dans le film, parce que ça doit être des décors naturels, j'imagine. Je suis pas trop renseigné, je sais pas si vous avez l'info. Ça a été tourné, c'est ça, et ça a été tourné à Opter-sur-Drône en Nouvelle-Aquitaine, si tu veux. D'accord. Je connais la zone, j'ai fait du camping. Voilà, anecdote qui sert absolument à rien dans l'épisode.
Voilà. Vas-y, Mylène, si tu veux y aller. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, Dario, en fait, je pense que moi, j'imaginais vraiment qu'elle allait moins être statique parce que dans la scène d'intro, comment on voit sa main apparaître, je crois que c'est sa main, justement, je m'imaginais vraiment qu'on allait voir en fait la créature bouger dans les recoins, dans les coins d'obscurité, et justement, j'avais commencé à imaginer ça en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue quand je l'ai vu très statique. Non, et moi aussi j'ai été surpris, hein. C'est juste après avoir vu le film, je suis finalement je peux lui trouver un sens, tu vois, à ce truc-là. Mais moi aussi c'était un peu décevant, j'aurais bien aimé l'avoir rampé un petit peu ou des trucs un peu plus voilà, mais sinon j'ai réussi à lui trouver un sens qui me convient. Après, c'est aussi le défaut de beaucoup de créatures qui sont faites avec des effets spéciaux old school, malheureusement. Les CGI, ça permet de faire des trucs très fluides, mais donc là, il y a une vraie volonté dans le film d'avoir une créature à l'ancienne qui est baveuse, en latex, animée par des mecs derrière et tout. Elle est très squelettique, très grande. Dans d'ailleurs peut-être la meilleure séquence horrifique, on la voit bien bouger, où Santini, qui est joué par Bruno Sanchez, est par terre, en fait, immobilisé et seul. Il prend l'appareil photo qu'il a à côté de lui et il voit qu'il y a quelque chose au fond du couloir. Donc il prend le flash pour prendre des photos et éclairer le couloir. Il active plusieurs fois et à chaque fois, t'as la créature qui arrive. Et on la voit bien bouger. Quand elle sort du cheval aussi, il y a un moment où elle est de dos, mais là, elle est un peu plus, elle est un peu plus fluide dans ses mouvements. Je trouve que la séquence avec Santini, elle est trop vue en fait, ce genre de séquence en fait avec des flashs où la créature approche petit à petit. Du coup, ça marche pas très bien, je trouve. Et je pense que c'est pas aidé par le choix des cadres qui sont vraiment très très larges tout le temps. Et je pense que ça gagnerait à être un peu plus serré sur le personnage de Santini pour vraiment, tu vois, comprendre un peu plus. Sur son visage, tu veux dire, pas sur les photos. Non, pas sur les photos, sur le mec qui prend les photos justement. Oui, d'accord, ok, j'entends. Parce que les photos sont très très larges et du coup, moi, ça m'a eu comme ça. La première photo, tu vois rien. La deuxième, au fond, tu vois la créature. Et d'ailleurs, c'est le reveal de la créature parce que tu vois que sa main au début, tu vois pas vraiment entier et tout. Non, mais du coup, c'est juste que c'est un peu trop classique comme procédé en fait de film d'horreur dans l'obscurité, mais en même temps. C'est juste que c'est des flashs quoi. En gros, dans le Croque-Mitaine, il y avait aussi ça des fois et ça me faisait chier, tu vois. Donc je trouve que cette séquence est pas vraiment très réussi, mais parce que peut-être que alors que la séquence quand il sort du cheval, là par contre c'était vraiment bien. À contrario, je trouve qu'il y a des trucs vraiment originaux comme le cheval et la tête. Je trouve que c'est super intelligent d'utiliser la tête d'une victime pour parler leur langue. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une super idée et qu'en plus ça prend pas trop le spectateur pour un jambon, on le comprend sans qu'il ait besoin d'expliciter. Je trouvais ça vraiment chouette et visuellement c'était aussi hyper malin. C'est cool de voir que t'as aimé un film du podcast. Ça fait longtemps. Ça faisait un petit moment depuis Brain Dead, peut-être. C'est quoi 10 épisodes finalement? Peut-être que je me trompe. Mais non, c'était cool. Je suis content de l'avoir vu en tout cas. Bah tant mieux. De ton côté, Amélie, Mathieu Turi et Gueule Noire. Alors, j'ai vu que Méandre de Turi et justement, je l'ai vu pour préparer le podcast, donc je l'ai vu juste avant de voir, la veille de voir Gueule Noire. Et justement, je trouve que Gueule Noire, c'est un mélange d'influences. Donc, on disait le film de momie un peu classique. Il y a un petit peu d'Indiana Jones, il y a un petit peu de Tomb Raider, il y a un petit peu de Descent, bien sûr. Notamment, il y a un plan à la fin qui fait très The Descent. Voilà. Et, mais c'est surtout il y a beaucoup de méandres dans Gueule Noire, je trouve. Presque les deux films, l'un est presque le brouillon de l'autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment sûr, on pourrait décrire les deux films de la même façon. C'est une personne, donc, une ou des personnes qui sont dans un espace clos avec des tunnels ou des galeries dont ils doivent s'enfuir. Ce labyrinthe bouge et parfois fermé, ouvert. Il y a des galeries qui se ferment, des galeries qui s'ouvrent. Ils transportent leur lumière avec eux et c'est important, c'est signifiant qu'ils transportent leur lumière avec eux. Il y a une créature qui les poursuit et donc ils ont un symbole ou un code à décoder pour savoir s'ils font gauche-droite, gauche-gauche-droite, droite-gauche-droite. Dans les deux cas, c'est le même. Il y a même cette vision du ciel, ou en tout cas de la lumière, qui est dans les deux cas le bout du tunnel et l'objectif à atteindre.
et une créature voilà un peu difforme qui ne s'exprime pas et qui leur court après dans les deux cas dans les deux films. Du coup j'ai envie de dire j'ai vu 2 fois le même film mais pas tout à fait. En fait c'est une réécriture du même thème mais sur des aspects et des visuels très différents. Donc en fait ça m'a pas gênée de voir Méandre et Gueule Noire l'un après l'autre. J'ai juste eu l'impression de voir une variation sur le même thème, de voir une variation sur les mêmes objets. Alors que c'est pas du tout la même esthétique, mais ça m'a pas du tout gêné qu'ils fassent comme ça 2 films qui se répondent. Et du coup, effectivement, on parlait de la lumière tout à l'heure. Je trouve que cette lumière, elle est très belle et très bien gérée. Et d'ailleurs, les Gueules Noires, c'est aussi en fait, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'un des personnages dit. Il dit, peu importe nos origines, une fois qu'on est dans la mine, en fait, on est tous des gueules noires, on a tous la même couleur. Et en fait, la lumière fait ça, c'est-à-dire comme ils sont souvent face cam avec leur frontal, on n'identifie pas du tout les personnages, on ne voit pas leur visage, ils ne sont que des silhouettes noires, ils ne sont que des gueules noires dans l'obscurité. Et du coup, c'est intéressant aussi de ce groupe éclectique de mineurs, en fait, une fois qu'ils sont en bas, ils sont tous dans le même bateau, en fait, ils sont un corps ensemble, même s'ils ont des inimitiés, des affinités, tout ça, ils sont un groupe ensemble, qu'ils le veuillent ou non, et c'est assez intéressant, même s'ils n'ont pas les mêmes objectifs, et le professeur, voilà, il veut pas les mêmes choses que les mineurs et tout ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et la gestion de la lumière, je l'ai trouvé hyper chouette. J'ai trouvé que ça mettait en avant les galeries, même si, à mon avis, effectivement, du fait de l'économie de moyens, c'est un peu comme dans Méandre, il doit avoir pas beaucoup de décors et c'est l'éclairage qui fait qu'on a l'impression que les choses avancent. Et effectivement, il y avait un petit côté jeu vidéo que j'ai trouvé plus dans Méandre, dans le sens où c'est presque un platformers avec des niveaux, quoi. Où la fille, elle avance et elle se retrouve face à l'épreuve des flammes, l'épreuve de l'acide, l'épreuve de, en fait, il faut sauter, l'épreuve de le truc qui se rétrécit. Là, on est moins là-dedans, mais il y a quand même un truc un peu... effectivement, on trouve des objets, on trouve des indices. Oh, il faut décoder le hiéroglyphe pour trouver la solution de la sortie. Il y a un petit côté jeu vidéo, ou alors en tout cas jeu d'aventure un petit peu classique, ou film d'aventure un petit peu classique. Mais moi, ça m'a pas gêné le côté... on ouvre le livre ancien et en fait, on arrive à décoder des hiéroglyphes. Alors qu'on sait très bien que dans la vie, c'est pas comme ça qu'on décode des hiéroglyphes. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a pas... J'ai accepté, quoi. J'ai joué le jeu. Et du coup, ouais, très bien. Je me suis pas du tout ennuyée. J'ai trouvé le film plutôt cool. J'ai trouvé que c'était plaisant à regarder. Il y a une petite tension qui se met en place. On se demande quelle sera la fin et je trouve que ça marche bien. Et surtout, c'est bientôt la Sainte-Barbe, donc la fête des mineurs. Donc ça tombe à point nommé. Pile poil, c'est beau. Ce côté jeu vidéo que tu évoques, qu'a évoqué aussi Dario, c'est totalement voulu. Quand Dario t'a demandé si Mathieu Turi jouait au jeux vidéo, faut savoir que sa prochaine réalisation, c'est l'adaptation de la série de jeux vidéo A Plague Tale. Voilà. Ça répond, je pense, à vos questions et ça explique pourquoi il y a un côté jeu vidéo dans en fait, sa filmographie depuis le début. Je pense que voilà, il aime bien ça. Cool, plaisant, merci Amélie. Et Mathieu, de ton côté, comment ça s'est passé Gueule Noire ? Bah écoute, ça s'est très bien passé. Je rejoins un petit peu pas mal d'avis précédents dans le sens où effectivement Gueule Noire c'est une espèce de version améliorée de Méandre. Comme l'a dit Amélie, c'est un petit peu le même principe. Moi j'aime bien ce côté jeu vidéo, ce côté un peu Fort Boyard dégueulasse quoi, où t'avances dans une pièce, il faut réfléchir très vite, le temps est limité et tu peux te retrouver coincé ou même Fort Boyard dégueulasse. Fort Boyard dégueulasse, ouais, tu peux même carrément rester. Sur l'affiche, ils vont mettre ça, je crois. Jumpscare, Fort Boyard dégueulasse. Mais voilà, moi j'aime bien ça. J'aime bien, je trouve la réalisation vraiment classe. J'avais un petit peu peur du côté un peu carton-pâte, un peu kitschouille d'un film qui se veut être un truc historique. Encore une fois, le film se passe dans les années 50. Et en vrai, non, les décors claquent. Tout est fait en dur. Et même, vu qu'avant on parlait un petit peu de la créature, je la trouve pas dégueulasse, loin de là. Je crois que c'est Jean-Christophe Spadaccini qui est derrière, donc c'est un des grands noms du FX en France, qui bosse dans le milieu depuis quelques décennies maintenant.
Le truc, c'est que, étant donné qu'il est question d'une divinité, à partir du moment où on a eu ce truc qui est arrivé dans le scénario, moi j'étais là à dire, il faut à tout prix que cette divinité ressemble à tout, sauf à un humanoïde. Les films en fait qui se passent dans les grottes, dans les tunnels, dans ce genre de trucs, dans les cavernes ou quoi, forcément on va penser à The Descent, dans lequel il y a des humanoïdes, enfin il y a des gens, enfin avec une espèce d'apparence humaine qui grimpent sur les murs et qui marchent au plafond, tout ça. En vrai, je voulais pas ça. Je voulais vraiment que s'il était question d'une divinité, que ça ressemble vraiment à une divinité. Auquel cas, que le film parte sur quelque chose de complètement différent qu'un truc en fait avec une apparence humaine. Là, non seulement la créature est très grande, elle est dotée d'un trait particulier qui fait que ça ne ressemble absolument pas à un être humain normal. Je vais pas forcément te donner plus de détails, mais je trouve que visuellement ça fonctionne très bien. Et le côté fait en dur, en fait, fait en latex, ou genre, enfin, je sais pas quelle est la matière du truc. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée dans le sens où ça rend le truc tangible. Effectivement, il y a peut-être quelques plans en image de synthèse dans le film, mais en vrai, je préfère 100 fois une créature qui est peut-être un petit peu rigide, qui bouge pas comme on l'espérait, qu'un truc en image de synthèse qui jaillit dans tous les sens et qui bondit de partout et qui m'aurait totalement sorti du truc. Là, on a un vrai film de genre dont chaque élément en fait est palpable en fait à l'écran. Qui est plutôt bien joué dans l'ensemble, qui est bien éclairé, dont la musique est peut-être pas forcément présente en permanence, mais quand quand on l'entend, elle est efficace, elle fait le taf. Petite parenthèse d'ailleurs, la musique en fait c'est Olivier de Rivière, ça c'est un nom qui parlera beaucoup en fait aux personnes qui jouent aux jeux vidéo et notamment à Street of Rage 4, parce que voilà, si vous avez joué à ce jeu, vous vous rappelez forcément de musique. C'est la même personne, mais du coup non, je trouve vraiment le film très bien foutu. Et effectivement, en termes de narration, il y a peut-être 2-3 petites facilités où là on quitte l'aspect un petit peu sérieux qu'il y avait au début du truc pour aller dans un truc un peu plus Fort Boyard, Indiana Jones, jeu vidéo quoi. Mais en vrai, moi qui étais venu voir une espèce de série B du même niveau que Méandre, je me retrouve face à quelque chose qui est une espèce d'upgrade de Méandre et de la plus belle des façons en fait. Donc j'ai pas vraiment de choses en fait négatives qui me viennent en tête. J'avais de grosses craintes par rapport à Bruno Sanchez parce que Catherine et Liliane, non, je ne peux pas. Vraiment, il s'en sort très bien. Il s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien, mais du coup il meurt, donc il y a une justice. Mais du coup en fait les personnages, je les trouve plutôt, même s'ils sont un petit peu clichés quoi. Il y a le vieux bourru, il y a le mec un peu sympa, il y a le rigolo, il y a le gros connard, il y a enfin voilà, c'est un petit peu des clichés sur pattes. Il y a l'escroc et tout. Il y a une espèce de cohésion d'ensemble, vu que, enfin, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que encore une fois, ouais, ça fonctionne. Et je pense que d'ici quelques années, il va falloir peut-être rajouter le nom de Mathieu Turi au niveau des autres grands noms du cinéma de genre qu'on a tendance à citer en permanence. Ouais. Donc les Alexandre Aja, les Xavier Jans, Julia Ducournau, Norbert Moutier. Le grand génie. Oui, paix à son âme. Mais du coup, voilà, il y a toujours 4-5 grands noms en fait, du cinéma de genre en France qu'on a tendance à citer en fait, avant les autres. En ce moment, c'est Bertrand Mandico, enfin voilà. Mais il y a aussi des Yann Gonzalez, il y a aussi des Olivier Abou, il y a aussi des Mathieu Turi. Donc voilà, c'est pas encore le chef-d'œuvre définitif ou quoi, mais je pense que le côté film un petit peu social avec comment ça se passe dans les mines machin dans les années 50 et tout, des prolos qui galèrent et tout, avoir un salaire à la fin du mois, qui risquent leur vie, tout ça, et en même temps un truc croisé avec une espèce de monstre et la promesse d'un bain de sang quoi. Je trouve que ça peut attirer peut-être un nouveau public par rapport à ces films là, et je pense que ça va dans le bon sens, et je suis encore une fois très curieux de voir ce qu'il va faire après quoi. Et bah c'est dur de passer derrière vous, du coup, parce que moi aussi je vais devoir faire une critique positive. On va dire qu'on est des gros vendus parce qu'on a le réalisateur avec nous tout à l'heure. Mais non, c'est totalement honnête. J'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est peut-être une des rares fois où on est quasiment tous d'accord, je crois, dans l'histoire du podcast. Je me souviens plus des autres épisodes, on était tous... Ça nous est arrivé de dire des fois... Ça fait longtemps que c'est pas arrivé en tout cas. Ouais, voilà, il y a toujours un ou une qui va dire « Non, c'est nul ». Ou tu penses à qui en disant ça? Pas forcément, non. Alors moi il a froncé les sourcils. Non. Je pensais au book club, au book club qui s'est fait défoncer. Et il y a quand même eu Mylène qui était là avec un bouclier et un glaive en mode non, j'avais mon néon dans la main, j'avais mon néon. Ouais, t'avais tout.
T'avais tout. Romain ouais, aussi, tu l'as défendu, hein, essaye pas de. Plus en retrait. Ouais, mais on était en trois retrait. sur le book Mylène, elle est arrivée, elle a quand même posé son machin. Non, c'est bien. Ah ouais, j'ai posé ma mauvaise Dario, foi comme il a ça. passé 1h20 à rager. Enfin voilà, mais c'est rare en tout cas qu'on arrive à tous être d'accord. Moi, je vois l'annonce de Gueule Noire, je vois Mathieu Turi à la réalisation. Déjà, ok, je me dis, ok, vas-y, je suis chaud. Turi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait des films d'horreur en France qui ne s'excusent pas d'être des films d'horreur. Chose qu'on fait très souvent en France. On fait du demi-genre, de la demi-horreur, avec d'autres machins mélangés dedans. Ce qui donne ce côté un peu, soi-disant, prétentieux au cinéma de genre français qu'on nous reproche sans arrêt. T'as cité Mandico, d'ailleurs, c'est un très bon exemple, tu vois. Beaucoup de gens vont pas aller le voir parce que c'est un peu artsy, un peu artistique et voilà, alors que c'est très très bien Mandico, hein, je dis pas ça, hein, t'inquiète pas, voilà. Non, lui il est plus du genre à faire un truc très limite bourrin. Je pense que c'est un bourrin qui s'ignore encore en fait. Mais j'y reviendrai après. Il y a un côté série B en fait. Il y a un côté série B à l'ancienne qui Mais ils veulent pas ma critique. Tu prends mon argument. Mathieu, rentre dans ton tunnel. Rentre dans ton Mathieu. tunnel. couché. Mais tu as raison. On m'envoie Gueule Noire, je me dis écoute, allons-y, j'ai vu que le premier teaser, je sais qu'il y a des mineurs perdus et le premier teaser il montre pas la créature, on voit juste une sorte de main sortir d'un sarcophage, on se dit ok, ça peut être une malédiction, ça peut être un truc de momie, on sait pas. Pendant 20 minutes, tu as d'abord une reconstitution historique de malades de la France d'après-guerre, comme tu l'as dit Dario, où tu vois les Marocains qui veulent chercher du travail, tout ça. Pour un film qui a coûté 4 millions, déjà, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, là, il y a eu un step-up en termes de visuel, en termes de construction, de jeu, de décor, en fait, c'est monstrueux. Arrive la mine, arrive le début de l'intrigue où tous les mineurs sont dans la mine et cherchent un peu ce qui se passe. Pendant 1 heure, t'as un premier film qui est La Momie, hein, comme on l'a dit. Je trouve que ça marche super bien. La créature... Elle arrive. À partir de ce moment-là, le professeur, donc Jean-Hugues Anglande, vrille et ne sait plus jouer. Je sais plus qui c'est qui a dit tout à l'heure qu'en fait, il perdait tout son talent d'acteur dès qu'il jouait un méchant. Bah, c'est toi, Lily. Je sais pas si c'est dû à l'acting ou peut-être à ce moment-là, il y a un cut avec la porte qui se ferme. Peut-être que la réplique sort pas au bon moment, qu'il y a peut-être un souci de rythme, je sais pas. Mais... Je sais pas. En fait, il y a 2 films. Il y a une rupture, film, je suis d'accord. Momie, et il y a le deuxième film, La créature arrive. Série B horrifique, très années 80-90, presque Resident Evil de la première heure avec la créature qui avance lentement dans l'ombre et les mecs qui doivent fuir. Voilà, on est quasiment dans le survival. Les 2 films fonctionnent. Moi, j'aime les 2 types de films. Tu me mets La Momie, je suis chaud. Tu me mets un survival dans l'obscurité avec une créature qui bute des gens, je suis chaud. En plus, la créature, elle est magnifique. Fait à l'ancienne, c'est gore, ça joue bien, ça gueule partout. Ça finit dans un gros trip Lovecraftien. Ok, j'en suis. On n'a pas beaucoup évoqué Lovecraft, qui est quand même l'influence principale du film, hein, en dehors de La Momie. L'audace, les couilles de faire un film Lovecraftien en France avec 4 millions d'euros. Et je trouve de réussir. On tease un peu les grands anciens. Voilà, il n'y a pas que Toulouse, hein, on n'est pas non plus dans Underwater. Et si, on le voit. On le voit dessiner. Sur les... Mais voilà, on sait que c'est lié à ça, mais on le voit pas vraiment. C'est ce qu'aurait été l'échec du film, je pense, de le montrer en fait. C'est pour ça que ça marche jamais de montrer que Toulouse. Mais non, de partir là-dedans, mélanger autant de genres et réussir à faire un film aussi bon, je me suis dit putain, Turi, bien joué. Parce que moi, je suis pas fan de Hostile. Je trouve qu'Hostile fonctionne dans sa partie survival, mais la partie flashback ne fonctionne pas. Et Méandre, j'ai bien aimé sans plus. C'est ok, c'est le 2001 du film de Tube, mais c'est un peu. Voilà, en fait, il y a eu Cube avant, et en fait, ça m'a trop fait penser à ça. J'ai pas trop accroché. Pourtant, c'est plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés. Je pense en effet que Turi, c'est un mec sur qui il va falloir compter. Est-ce que il partira aux États-Unis? Est-ce que on va le perdre comme tant d'auteurs français qui reste en France, Mathieu? Reste. C'est bien Opter. Il y a un super camping à Opter, Mathieu. mais voilà, moi, en dehors du jeu d'acteur de Jean-Hugues qui pète un câble en seconde partie et qui devient un peu ce cliché, en fait, je suis un peu méchant. Bon, voilà. Avec une voix plus grave. Oui. C'est dommage. Samuel Le Bihan en vieux mineur ridé qu'on a ras le cul de la vie, ça marche super bien. C'est un film qui t'apprend plein de choses aussi sur les mineurs de l'époque, comme quoi il y avait des chevaux avec eux, comment ils faisaient pour repérer les gaz et tout. Donc en fait, t'as tellement d'infos et de trucs intéressants qui tombent dans la gueule au début que tu te laisses pas vraiment surprendre quand la créature elle arrive au bout que d'1 heure et quelques, tu vois. Ouais. Ce qui est en termes de rythme vachement audacieux parce que cette première heure elle fonctionnerait pas, c'était suicidaire, tu vois, ça marche pas. Mais non.
ça joue assez bien, c'est super bien foutu, ça sue, ça gueule, ça joue, ça gueule. Ouais, vas-y, ok. Moi, perso, grosse réussite. Je suis très heureux de voir ça en France, en plus, parce que le cinéma de genre français cette année, il nous a pas beaucoup plu, pour ceux qui ont vu nos derniers épisodes. Enfin, je dis nous, non, c'est moi, en fait. Vous avez bien aimé le Vroudalak. Non. Non, c'est vrai, merci. Oui, il y en a qui l'ont défendu, il me semble, mais voilà. Donc moi je suis très heureux que ce film y sorte. Je pense qu'il faut vraiment soutenir ce genre d'idées, parce qu'un film de créature qui fonce autant dans le genre et qui s'excuse pas d'être ce genre de film, bah oui, il en faut plus, quoi. Donc voilà, et je me dis, avec 4 millions, si on fait ça, mais imaginez 8 millions, du coup, tu vois, ce qu'on aurait pu avoir, et ça aurait été fou. Puis on a enfin une créature dans le cinéma de genre français, quoi. Enfin, oui. Des films de genre avec des gros guillemets. Oui, on commence à en avoir quand même quelques-uns. Mais une créature vraiment qui a de la gueule et qui en plus ressemble à ce qu'elle ressemble dans le film, c'est-à-dire quelque chose d'original. Il y en a pas non plus 60, quoi. Parce que la créature du Vroudalak, on en a parlé, c'est une marionnette qui fonctionne très bien, mais c'est pas le même niveau en fait. Enfin, on a une petite marionnette d'un côté et là on a un truc gigantesque. Totalement. Donc voilà. Moi, je voulais juste apporter une petite nuance sur ce que tu as dit, Romain. Quand tu disais que le film, il essayait pas d'être autre chose qu'un film d'horreur. Et Mathieu, il l'a mentionné aussi, le film a quand même une volonté d'être un truc un peu social, surtout au début, avec ces étrangers qui viennent reconstruire la France d'après-guerre et qui viennent là où personne n'a envie de bosser parce qu'on risque notre vie. Mais il y a aussi une deuxième lecture, parce que du coup, je reviens sur cette scène où Samuel Le Bihan, il parle de la guerre, et je peux pas m'empêcher en fait de voir dans cette créature une espèce de symbolique de la mort, en fait, tout simplement, parce que pour rentrer un peu dans les détails, mais genre la créature, quand elle tue les gens, elle les enlace, et tu sais, il y a un truc de la faucheuse. Ouais, c'est ça. Le faucheur qui vient elle leur fait un câlin pour les tuer, tu vois, c'est l'enlacement de la mort. Donc il y a quand même un truc, je pense, de ces mecs qui doivent avoir 40 ans et qui ont vu la mort et la mort qui revient les chercher, tu vois. Il y a quand même un truc en mode un trauma post-traumatique qui revient. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a de la volonté derrière ça, je pense. Ça peut être aussi... Vas-y. Oui, non, mais parce qu'en fait, historiquement, la mine, c'est la mort. Je crois qu'il y a aussi une métaphore de ces gens qui sont descendus dans les mines. Il y a eu la mort au bout du chemin, pas que des accidents. Moi, j'ai toute ma famille, donc du côté de mon père, qui étaient des mineurs de fond immigrés. Ils sont tous morts de maladies dues au charbon. Et voilà, donc je pense qu'il y a une métaphore effectivement là-dessus. Mais ce qui est souvent la créature est noire, donc la créature. Alors on va spoiler un peu plus. Enfin bon, bah écoutez, à ce stade, voilà, mais c'est Mylène qui l'a fait remarquer quand on en discutait en privé. Et je rebondis là-dessus parce que j'y pense. Elle a une gueule de masque à gaz. Ouais, ouf. Ce qui fait penser à du Jiger, au Space Jockey de Alien, mais du coup aussi à ces mineurs calés dans, du coup, profondément dans les mines et qui subissaient des gaz, de l'air sale, tout ça, enfin voilà. C'est ça pour moi, en fait, c'est carrément une métaphore de la mort insidieuse qu'ils ont pu avoir du coup par l'effet des gaz, en fait. Et c'est surtout en fait la poussière de charbon, elle se mettait dans les poumons des mineurs et ils attrapaient ce qu'on appelait la silicose. C'est pour ça que les mineurs, ils pratiquaient beaucoup d'activités comme les orchestres, la trompette, la sarbacane aussi. C'était comme ça leur permettait d'expectorer un petit peu toute la poussière qu'ils avaient dans les poumons, mais la silicose, on en mourait jeune. Voilà, moi je viens de Saint-Étienne, voilà, j'ai beaucoup été au musée de la mine quand j'étais petite. Voilà. Surtout que le film met bien un point à l'honneur à montrer que ces gens vont carrément crever parce qu'ils cherchent que des gens robustes qui vont pouvoir bosser un certain temps. Ouais. Oui. En fait, il y a un renouvellement constant au début, en fait, dans une sélection. Voilà. Et si, juste, on a parlé du début du film, on n'a pas parlé de la scène d'intro. En fait, le film commence dans la mine en 1850, comme ça. Et je trouve que cette séquence d'intro, elle est vraiment trop cool parce que le personnage, avec sa grosse moustache, ses grosses rouflaquettes, le mec qui est torse nu, plein de sueur et tout, tu te dis, oh putain, c'est un gars trop badass, genre... on dirait un personnage sorti de Peaky Blinders, il se met à chanter en tapant le charbon et tout. Je trouve que c'est un poil cliché, ce à quoi tu t'attendrais, tu vois, essayer d'iconiser un personnage tout de suite, mais ça marche super bien. Il y a un petit côté bande dessinée, en fait, totalement, que j'ai trop kiffé sur la scène d'intro aussi. Moi, ça m'a touché même. Je m'attendais pas à ce que ça m'émeuve, ça m'a vachement ému. Alors après, je pense que c'est peut-être le passif familial qui fait que, mais j'ai trouvé ça très beau. Très belle scène où l'horreur surgit de manière totalement random, de manière très efficace, je trouve.
Très belle scène et très bel homme. Et très belle moustache. Très bel homme. Très belle On moustache. en revient à la moustache, hein, ouais. On aime les moustaches. Toujours ici. la moustache. Toujours la moustache. Sacré Tom. Merci à vous. C'est donc un oui unanime. Foncez, c'est actuellement en salle de cinéma. Il est bien distribué. Pour une fois qu'un film de genre est bien distribué en France, en plus. Parlant de films de genre, vu que mercredi prochain, il y a Mars Express qui sort et qui est un film de genre d'animation français. N'hésitez pas non plus à aller le voir pour soutenir ce genre de cinéma. Aussi. On n'est pas un podcast de SF, on aimerait, mais en effet, il y a des très bons retours sur Mass Express. Allez-y. Ah, c'est même Ça plus vaut que des votre très temps, bons pardon. retours. C'est, je l'ai vu. Dithyrambique. Voilà, on est plusieurs dans D'accord. l'équipe à l'avoir déjà vu. C'est, en tout cas pour moi, ni plus ni moins que le plus grand film de science-fiction français depuis 40 ans. Alors attends, Voilà, t'es en ni train de plus ni dire moins. que c'est mieux que Dinosaur from the Deep? On va dire que c'est mieux que le 5e élément. Écoute, ouais, j'ai envie de dire oui. Oui, ça explose le 5e élément. Enfin, après, il n'y en a pas non plus 60 des films de SF, faut être honnête 2 minutes. Mais le film est un gros putain de pas en avant. Tout est pensé, tout est calculé dans les moindres détails. C'est vraiment... c'est un film qui, quand le générique démarre, t'as qu'une envie, c'est de le revoir d'affilée pour choper tous les petits détails, parce que le film est quand même très dense. Il y a beaucoup de choses à raconter en très peu de temps. Et du coup, je pense que vraiment un visionnage, ça ne suffit pas. Donc vraiment, si vous voulez passer une journée à soutenir le cinéma français, le cinéma de genre français surtout, vous pouvez enquiller Gueule Noire et Mars Express, et passerez une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Donc voilà, c'était la recommandation gratuite. Allez voir Mars Express et allez voir évidemment Gueule Noire. Et maintenant, grâce à la magie du montage, nous allons recevoir Mathieu Turi. Salut. Ça va ? Impec. Merci de ta présence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Beaucoup de gens nous demandaient un peu ton apparition dans le Jumpscare. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour ton temps, surtout en semaine de sortie du film. Pour commencer, alors beaucoup de gens qui écoutent le podcast te connaissent. Évidemment, t'es quand même un nom assez reconnu dans le cinéma de genre en France, mais on a peut-être pas mal d'auditeurs qui connaissent pas qui tu es, ta carrière. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton univers? Et voilà. Alors, je m'appelle Mathieu Turi. Gueule Noire, c'est mon 3e long métrage après Hostile et Méandre, qui sont sortis respectivement en 2018 et en 2021 en France. J'ai commencé ma carrière dans le ciné en étant assistant réa, alors en commençant tout en bas de l'échelle, hein, mais en bossant sur des gros films. J'ai eu du bol, en fait. Mon premier film, c'est G.I. Joe. Après, j'ai bossé sur Inglourious Basterds de Tarantino. Et donc, j'ai pu mon école de ciné, même si j'en ai fait une à la base, mais ma vraie école de ciné, ça a été de bosser avec Clint Eastwood, Woody Allen, Tarantino, Luc Besson, Guy Ritchie. Ouais, donc j'ai eu beaucoup de bol. On a eu la même école. Ouais, on apprend un peu quand même en regardant ces mecs-là. Tu m'étonnes. Et donc, à côté de ça, j'ai fait des cours. Et en fait, après, je suis passé au long avec Hostile, grâce à notamment Xavier Jean, qui m'a présenté mes producteurs, présenté la comédienne, etc., qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier comme un parrain peut le faire, ce qui est assez rare, en fait, surtout dans ce milieu. Donc, j'en profite à chaque fois que je peux pour le remercier. Et voilà, quoi. Et du coup, mon univers, on va dire, c'est des films de genre. Donc, ouais, j'ai vu The Thing de Carpenter à 6 ans. Donc, ne faites pas ça à vos enfants, parce qu'après, ils font des films d'horreur. Et voilà. Et donc, du coup, oui, ma cinéphilie, avant même que je sache ce que c'est un film, en fait, ça a été les films de Carpenter, Alien, les films de Cameron, les films de Spielberg. Enfin, bref, les classiques. Ce qui est vachement bien, en fait. Tout ce qui est bien. Voilà un peu d'où je viens, entre guillemets. Tout ce qui est bien, du coup. C'est un podcast horrifique. On doit te poser la question pour vraiment introduire un peu ce qui nous intéresse. Quel est ton film d'horreur préféré aujourd'hui? Ça, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Le film préféré... Tu peux en choisir 2, si vraiment c'est 2 trucs très différents. Aliens de Cameron, même si Alien est un chef-d'œuvre ultime. Aliens, pour moi, j'y reviens souvent parce qu'en fait, plus je l'ai vu en grandissant, j'ai 37 ans, tu vois, donc je l'ai vu très jeune et je l'ai revu à chaque fois et je voyais des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est les thématiques sur la maternité, c'est le conflit entre 2 mamans, hein, la reine alien et puis Ripley. Qu'apportent les scènes coupées aujourd'hui par rapport à ce qui a été... Enfin voilà, plein de choses là, ça me fascine. Et si je devais en mettre un deuxième, écoute, je dirais quand même The Thing de Carpenter parce que c'est le premier film que j'ai vu et que c'est un chef-d'œuvre ultime, quoi.
Tu m'étonnes. Bon, on lancera pas le débat sur Alien 1 et 2, sinon on n'en sortira pas de toute façon. Pour parler un peu de ta filmographie, dans tes 3 films maintenant, on retrouve au centre comme thème la claustrophobie. T'as le dédale de tuyaux dans Méandre et t'as cette voiture dans Hostile. Est-ce que c'est un thème important pour toi? Est-ce que c'est une peur? Non, je suis pas claustro, c'est à cause de la thune, les gars. En fait, un peu. Non, mais en fait, je suis pas claustro du tout. Mais en fait, j'ai écrit Hostile et Méandre à la même. En fait, j'ai écrit 3 films qui auraient pu être mes premiers longs. Je voulais vraiment faire du ciné et je voulais pas tout baser sur un film. Donc j'ai écrit Hostile, j'ai écrit Méandre et un autre qui s'est jamais fait. Et les 3 étaient basés sur un seul lieu, plus ou moins. Pour des raisons évidentes qu'il fallait faire ces films entre 1 et 2 millions et que je savais qu'il fallait être raisonnable là-dessus si je voulais faire un premier film, surtout au moment où je les écris, où le genre a pas encore... on est post-French Fryer, mais bien avant aussi. Ouais. On est avant Grave et etc. C'est-à-dire un peu le démarrage d'une espèce de nouvelle période, on va dire. Du coup, c'est pour ça qu'entre Hostile et Méandre, il y a beaucoup de thématiques. D'ailleurs, au-delà de l'enfermement, il y a beaucoup de thématiques qui se retrouvent. Et Gueule Noire, l'idée, c'était... bizarrement, tu vois, on avait des lieux très très claustro en termes de vraiment où il aurait fallu qu'ils passent à plat ventre, on les a pas utilisés parce que je voulais justement jouer sur la claustrophobie liée à l'obscurité et jouer avec la lumière plus qu'avec les lieux. Bon, même si ça reste un peu claustro par l'ambiance générale, hein. Mais faire un truc comme The Descent, tu vois, où Neil Marshall utilise énormément l'obscurité et l'obscurité de la salle de ciné aussi, parce que ça joue avec, tu vois, avec des trucs assez énormes où tu filmes un truc puis tu le mets en plus petit en bas à droite de l'image. Personne le sait parce que tu as l'impression que tout le reste est noir volontairement et du coup, les frontières de l'écran disparaissent. Enfin, voilà, c'est des trucs pour ceux qui peuvent voir The Descent en salle, s'ils repassent, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Alien, donc ils repassent pas souvent. Mais j'ai eu l'occasion de le voir une deuxième fois en salle et c'est une vraie expérience. Ouais. Oui, après, il faut que j'aille voir un psy et que je lui demande, tu vois. un thème récurrent. On verra au 4e film, du coup. Maintenant, t'es quand même un nom assez reconnu dans le milieu du cinéma horrifique en France. Est-ce que Mathieu Turi, le nom maintenant, ça t'a permis de faciliter la tâche pour produire Gueule Noire, ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué de produire en France du cinéma de genre? Alors, je dis toujours, c'est pas plus facile, c'est moins compliqué. D'accord. On est dans une période plutôt positive qui va le devenir de plus en plus, notamment grâce à, par exemple, le succès du Règne animal, qui est un film qui, en plus, marche, au-delà d'être un putain de film, qui marche grâce à son bouche à oreille, ce qui est quand même, en plus, une preuve supplémentaire qu'il y a un intérêt. On parle d'un film qui va finir à au moins 1,2 million, donc c'est pas... Alors attention, c'est un film plus cher, c'est un film avec 14 millions par là. Quand même, 1,2 million. Voilà, non mais c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, on peut pas dire qu'il n'y a pas le public et qui ouvertement, en plus, c'est un film qui vend dès la bande-annonce, les gars, il y a des mecs animaux, quoi. Enfin, c'est donc je trouve qu'en fait, c'est moins difficile. Après, sur le nom, j'en sais rien. C'est plus facile de dire que tu as fait 2 films pour faire le 3e et ainsi de suite. Tu vois. Mais après, ce qui est génial, c'est que nous, par exemple, soit moi, Romain, Kiro, tout ça, on a sorti des films il y a 3 ans. Lui, il a sorti Apache, moi je sors celui-là. Enfin, on continue nos carrières. Et en même temps, tu as par exemple Vermine qui arrive en décembre, qui est un premier film de Seb, c'est cool, quoi. Tu vois, j'ai hâte de. Je l'ai vu, hein, moi, mais j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Et le film est super bien reçu partout aussi en festoche. Ouais, en fait, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'il faut qu'il y ait des films un peu tout le temps. Nous, quand on sort Méandre à l'époque, sortie de Covid, il y a quand même, on sort. Il y a Méandre, il y a Le Dernier Voyage, il y a La Nuée, il y a Teddy. Un poil plus tard, un mois après, il y a The Deep House. Tu vois, tout ça, dans une espèce de... Et on parle de films très différents. Donc, non, je dirais que c'est moins difficile. Et là, oui, j'ai beaucoup de projets qui ont été signés. Donc, oui, pour moi, ça va. Donc, mais tu penses que le genre en France, en tout cas, elle part sur une bonne lancée? Si tu veux, on n'en est pas encore... En fait, c'est tout simple. Moi, je pense que le genre, c'est... On sera jamais comme la comédie, c'est-à-dire que la comédie c'est plus fâteuse qui a 800 balles et nous on est un sniper avec 2 balles un peu foireux avec une lunette qui marche pas bien et on nous demande de tirer direct au but avec 2-3 balles. Donc ce qu'il faut, je pense vraiment que c'est dans la quantité qu'il peut y avoir de la qualité. Si on a des très bonnes comédies en France, c'est parce qu'on a beaucoup de merde aussi et qu'on a un gros paquet. Du coup, en fait, tu vois le haut du panier. Donc, mais c'est logique, hein, c'est statistique, tu vois. Quand il y avait beaucoup de polars en France, il y en avait des très bons. Et en fait, aujourd'hui, il y en a plus. Et quand il y en a un, on se dit, je sais pas trop. Alors après, tu peux avoir des exceptions, des mecs, des génies qui tapent un chef-d'œuvre et tout, ça existe. Mais je pense que le tout, c'est qu'il y en ait. Après, je pense qu'il nous manque un Jason Blum français en termes de prod, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, OK, moi, on va faire des films de genre
purement pour les 16-20, et qu'à côté, tu puisses dire, OK, ça n'empêchera pas d'avoir des films plus elevated, je déteste ce mot, mais bon. Personne ne l'aime, hein. Personne ne l'aime. Voilà, mais le truc, c'est qu'en fait, on manque un peu de ce côté industriel du film de genre, tourné par un public un peu plus jeune. Et quand tu vois, par exemple, on parle de Five Nights at Freddy's, tu vois le carton en première semaine aux États-Unis, tu vois la plantade juste après. Bon. Et pourtant, le film a pas, je l'ai pas vu, hein, mais le film a pas du tout des bonnes critiques, mais alors pas du tout, même des gens qui sont fans. Hein. Sauf qu'en fait, le film existe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une envie de dire, on va continuer à en faire, ça marche. Et après, ça t'empêche pas, dans ces films un peu moyens, d'avoir des très très bons films qui sortent. Et Blumhouse, par exemple, c'est un bon exemple pour dire des gens qui font la plupart du temps des films qui marchent, la plupart du temps des films un peu bof, et de temps en temps des putains de pépites, quoi. Et donc je pense que c'est ce qui nous manque un peu chez nous. Après, on n'a pas la même industrie, ça n'a rien à voir et tout, mais bien sûr. Ce qui est important, je pense, on peut pas râler, on les fait nos films. Hein, donc, Mais par contre, la com, elle est quand même plus poussée depuis quelques temps. J'ai quand même l'impression, il y a vraiment des vrais trucs sur les réseaux sociaux autour des films. C'est plus mis en avant. Les festivals font vraiment des trucs autour. Et ça, c'est un truc qui existait pas forcément autant avant. En fait, le truc, c'est qu'avec avec le digital, on en a beaucoup parlé avec le distrib, hein, tu peux te taper directement sur ta cible. Par exemple, quand tu fous une affiche dans le métro, donc déjà, faut pas oublier que sur tous les gens qui vont la voir, il y en a plein qui vont pas au ciné du tout, quel que soit le film. Ils vont pas au ciné. Donc déjà, si tu tapes sur ceux qui vont au cinéma. Ensuite, sur ceux-là, il y a ceux qui peuvent être intéressés par le genre du film. Puis, et en fait, c'est même pas palpable à quoi ça sert. Quand tu tapes sur du digital et que tu dis, OK, bah, vous savez quoi, la bande-annonce du film, elle va être vue là par tous les gens qui ont tapé, je fais une connerie, mais pour Gueule Noire, tous les gens qui ont tapé The Descent, cinéma de genre, film d'horreur, Lovecraft, machin. Tu tapes que sur des gens qui sont de base intéressés par le style. Et en fait, quand tu fais ça, fois 10, 20, 30, selon les sujets, tu tapes directement ta cible. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais ça veut dire qu'au moins, c'est plus efficace de base et avec des coûts moindres en termes de distribution, tu peux atteindre une cible plus grande. Ouais, c'est un truc qui est en train d'évoluer et même les agences de com te le disent aujourd'hui, c'était des agences un peu jeunes et tout qui explosent parce qu'elles ont des résultats super. Et du coup, après avoir réalisé Méandre, qui est plus un film de SF d'anticipation, pourquoi t'es revenu vers un film presque un film d'époque en fait? C'est quoi les enjeux à réaliser ce genre de film et les difficultés par rapport à un Méandre qui est plus dans le SF? Alors, moi, j'aime beaucoup, tu sais, je suis un gros fan de Shyamalan, même quand il se foire. Attention. Je dirais rien. Non, mais ce qui est quand même assez souvent. Et en même temps, c'est un mec qui se foire pour une raison simple, c'est qu'il prend des risques à chaque film et il fait chaque film en fonction du précédent. C'est hyper courageux, en fait. Un mec comme ça, il aurait pu continuer à faire des trucs beaucoup plus soft et il prend des risques tout le temps. Et je trouve ça assez couillu et brillant. Bon, je suis évidemment un gros fan de ses premiers films. Pas le premier ni le deuxième, puisque c'est des films que personne n'a vus, mais de Sixième Sens jusqu'à Le Village compris, ça peut être un débat. Mais voilà. Tout ça pour dire que du coup, moi, j'aime bien aussi prendre des risques et faire un film par rapport au précédent. Je veux dire que l'opposé de Méandre, c'est Gueule Noire. C'est-à-dire qu'il y a une nana toute seule dans un tube de SF, et là, tu as une bande de mecs dans le passé. Donc, il y a bien sûr des passerelles évidentes, mais j'avais envie de faire un truc un peu différent. Après, c'est venu d'une envie de parler de Lovecraft. Je suis un fan ultime de Lovecraft. Et du coup, je me suis dit, comment tu rentres ça en France? Comment tu fais pour assumer le côté français lié à Lovecraft? Il faut trouver des mecs qui vont sous terre tous les jours et qui soient... tiens, des mineurs de fond. Quelle époque, dans les mineurs de fond, la plus intéressante? Donc là, je fais énormément de recherches. Et je voulais me détacher de Germinal. Donc 19e, je voulais aller vraiment sur une époque plus industrielle. Tu te rends compte que les mecs étaient ultra organisés en petits groupes. Donc là, tu as plein de résurgences du film de guerre des années 50 qui débarquent, plus les films des années 80, type, je disais, Alien, The Thing, tous ces trucs où c'est une bande de personnes qui vont se confronter. Et c'est souvent des mecs, des ouvriers. Il y avait un truc, tout ça, ça a commencé à se mélanger assez vite. Et donc, ça me semblait évident de partir là-dedans. Est-ce que tu as rencontré des mineurs de fond, enfin des anciens mineurs de fond? Ouais, on a fait ça en 2 temps. La première fois, en fait, le premier truc, j'ai fait le truc que tu fais classique parce que tu sais pas si le film va se faire. Donc, beaucoup de recherches, des bouquins, des reportages. Un de Pierre Tchernia qui descend dans les mines dans la fin années 50 qui est complètement ouf sur l'INA. Tu peux le voir, c'est ouf. Après, la phase 2, quand tu commences à préparer, là, tu dis c'est bon, on y va. Là, on est parti dans le Nord plusieurs fois. Plusieurs fois, on a fait des annonces et on voulait rencontrer des mineurs, des fils de mineurs
Et généralement, ça se faisait autour d'une bonne bouffe et de beaucoup d'alcool. Et où tu poses ton téléphone, tu dis ça vous embête si j'enregistre? Non. Et là, tu te rends compte que ça fait 3 heures que tu parles et tu as des anecdotes, tu as des moments où ça rigole, d'autres où ça chiale. Tu entends des mots que tu gardes, du vocabulaire, des trucs. Et tout ce que j'ai pas gardé, tout ce que j'ai pas mis dans le film, je l'ai monté, je l'ai simplifié, je l'ai donné aux comédiens. En leur disant, voilà les gars, vous avez un vrai truc qui est unique, des partages avec des gens. Il y en a certains qui sont retournés voir les gens en question. J'ai 2-3 comédiens qui sont allés dans le Nord pour rencontrer ces gens-là, notamment des gens qui s'occupent des lieux qu'on a utilisés. Et en fait, ils te disent des trucs un peu tristes aussi, où ils te disent, bah, nous, on est un peu les derniers, et en fait, nos enfants, ils veulent pas faire ça, ils sont partis, il fallait faire des études, et en fait, tu sais qu'avec eux va s'éteindre cette mémoire, en tout cas vivante. Il y aura toujours la mémoire écrite, les témoignages, tout ça, mais des gens à qui tu peux parler de ça, il y en a plus beaucoup, et ouais, c'était hyper touchant. Et en fait, c'est pas parce que tu fais un film de divertissement avec une bestiole que tu peux pas emmener. Moi, tu vois, la plus grosse fierté que j'ai, c'est quand on me dit, ah là, je savais pas tout ça, j'ai appris plein de trucs sur les mineurs, alors que j'y allais pour voir, tu vois, un film de genre, quoi, tu vois. Donc, et ouais. tu dis justement que Méandre, c'est un peu l'opposé de Gueule Noire. Comment tu as travaillé justement Gueule Noire? Parce que Méandre, je le trouve beaucoup plus lumineux, très coloré quand même s'il y a ce jeu d'obscurité. Là, tu travailles vraiment sur le clair-obscur. Comment tu anticipes ton film en termes de luminosité, en termes de ce qu'on va montrer, pas montrer, pour l'étalo? Enfin, ça doit être quand même très compliqué de visualiser ça avant quand même. Alors, là où je trouve que c'est encore plus l'opposé, c'est que Méandre, c'est un film 100% studio, et Gueule Noire, c'est un film 100% décor réel, il n'y a pas un fond vert, c'est que des vrais lieux. Quand on arrive là-bas, c'est surtout le lieu principal de la crypte, enfin, tout ce qui est vraiment sous terre, la mine de calcaire. C'est un vrai lieu, 5 km de galerie, il n'y a pas d'électricité, il fait 85% d'humidité, 12 degrés, 13 degrés au mieux. Bien sûr, on tourne en plein hiver, sinon c'est pas drôle. Et puis le chef-op qui dit on va mettre de la fumée en permanence, comme ça va être plus joli. Ça pendant presque 6 semaines. Donc c'était génial. Mais comment on travaille ça? En fait, si tu veux, alors déjà on est parti d'un constat simple. Le premier, c'était de dire on va tout éclairer avec les lampes frontales, la plupart en tout cas des scènes, même s'il y a des scènes qui se dénotent par des ambiances différentes après. Et ce qui peut paraître simple est hyper complexe parce que déjà on a créé des lampes sur mesure avec plusieurs systèmes d'orientation de la lumière, un peu large, un peu plus serré, etc. Qu'on a dû faire rentrer dans des châssis qu'on a fabriqués nous-mêmes. Enfin nous-mêmes, pas moi, hein, avec des équipes. Tout ça pour qu'on puisse foutre ça sur un casque de mineur qui était des vrais casques de mineurs. Tout ça contrôlable à distance sur un iPad et ça x7. Voilà. Donc ça, et que tu changes en live quand t'as 2 mecs qui parlent tranquille dans le film, en fait t'as un pauvre gars derrière son truc qui est comme ça en train de changer. Dès qu'en fait on a appris des trucs des vrais mineurs, c'est-à-dire qu'en fait un mineur te dit, nous quand on regardait les collègues dans les yeux, en fait on bougeait la lampe et on éclairait leur poitrine parce qu'en fait il fallait pas les aveugler, et en éclairant la poitrine ça réverbérait assez pour qu'on voit leur visage. Explique ça aux comédiens, au bout de 2 jours t'as plus besoin de leur dire, ils le font tout seuls dans la prise. Et en fait, ils savent que c'est un geste qui fera amener de la véracité, donc ils le font, tout ça. Pareil, tu regardes un mur qui est en calcaire blanc, hop, ça réverbère, donc ils jouent avec tout ça, c'est un peu des chefs-op bis. Donc tu joues avec ça. Et après, moi, sur plus la partie genre, j'avais envie de faire un truc, encore une fois, je parle de The Thing, parce que c'est vraiment pour moi la grosse ref. J'avais envie de dire, ok, il y a Alien d'un côté, il y a un premier chef-d'œuvre d'un côté qui joue sur l'obscurité, il y en a un deuxième qui dit quand il y a la bestiole, c'est frontal, elle est là, tu les vois tout le temps, voilà. Et donc je voulais un truc où vraiment une fois qu'elle est là, qu'on dise pas à la fin ouais bon on l'a pas vraiment vu, on a joué là-dessus. Et comme je voulais assumer totalement le côté effet pratique avec tous les défauts que ça peut avoir aujourd'hui, le côté un peu statique. Je voulais vraiment que voilà, il n'y a pas un CGI de rajouter sur la créature, pas un. Le seul truc, c'est qu'on a effacé les 7 mecs qui la manipulent, qui sont en collant, et les rushs sont très drôles. Faudra sortir ce montage sur le Blu-ray. Est-ce que tu parlais d'humidité et tout ça, ça n'a pas été compliqué niveau matos, tout ce qui est... Si. Ouais. Les objectifs ont pris cher. Tu m'étonnes. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait les chauffer en permanence. Oh, putain. Mais pas trop, parce que tu peux aussi faire de la buée, et inversement, si tu les chauffes pas assez, il y a de la buée aussi. La poussière, c'était un enfer, mais ça, après, ils ont l'habitude. Tu passes ton temps à faire... T'entends toujours ce son-là, que je déteste autant que la fraise du dentiste.
Et ouais, non, c'était un peu relou. Ouais, techniquement, on va dire que c'est le truc le plus chiant, c'était pour les objectifs, sachant qu'on a utilisé vraiment, on a voulu jouer avec des focales qui donnaient un style particulier, etc. Donc tu pouvais pas dire, on a 2 jeux d'objectifs et puis on en met un au chaud, l'autre on sait pas. Fallait anticiper chaque jour quelle focale tu voulais utiliser le plus parce que tu pouvais pas chauffer la caisse. T'étais obligé de... c'est hyper complexe. Tu joues avec des trucs un peu. Bien sûr, tu passes ton temps à crapahuter dans des galeries avec ta frontale toi aussi. Donc il y a un peu de casse de temps en temps, des petits trucs, rien de grave, mais ouais, c'était sport comme tournage. Vous avez tourné avec quel objectif ? Alors, si je te dis pas de bêtises, on a tourné parce qu'on a hésité. Attends, je vais quand même essayer de pas te dire de conneries parce qu'en fait, Alain après il va m'engueuler. Et ouais, mais parce qu'en fait, déjà, on a tourné avec une caméra très spéciale j'avais utilisé sur Méandre, qui est la Sony Venice, mais avec le système Rialto. Alors, le système Rialto, c'est un système où tu coupes la caméra en deux. Enfin, c'est pas nous qui coupons la caméra en deux, on n'est pas fous. C'est une caméra, en fait, le corps caméra est détaché du reste. Il y a un câble entre les deux, hein. Donc c'est assez ouf. Et en fait, ça a été inventé pour Top Gun 2 pour mettre les caméras dans les cockpits. Okay. Donc, t'as l'avant de la caméra avec l'objectif, tout le reste est ailleurs. Et donc, nous, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de faire, alors dans Méandre, ça nous permet de faire plein de plans dans des endroits où normalement tu fais pas rentrer une caméra de cinéma. Et là, sur Gueule Noire, l'idée, c'était vraiment d'avoir toute une partie, toute la deuxième, tout ce qui est sous terre et en caméra portée, mais pas une caméra portée que tu sens, au contraire, une caméra portée hyper smooth. Donc voilà, ça c'était vraiment un parti pris qu'on a essayé de garder du début à la fin. Et les objectifs, si je te dis pas de conneries, c'est on est chez Panavision et c'est les pros, c'est pas les, ouais c'est ça, c'est la série pro, la dernière en fait. On a hésité à passer en anamorphique, ça a été un vrai débat. Et en fait, on a fait des tests et on voulait des flares ronds. C'est une caméra et d'ailleurs qui fait très peu de flares parce qu'on voulait pas se retrouver avec les lampes toutes les 2 secondes, des flares énormes. J.J. Abrams. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'anamorphique, mais on a hésité, on a fait des tests pas mal. C'est un film où on a pris le temps de faire des tests, ce qui est pas toujours évident quand t'as pas de thunes. Il y a jamais assez. Hein. De toute façon, je râle, mais en fait, on a augmenté le budget par rapport à Méandre, mais c'est toujours pareil, t'as jamais assez. Mais voilà, ouais, on s'est bien marré. Du coup, tu dis que c'est des difficultés techniques à tourner dans les grottes et on imagine bien ça. Enfin non, justement, on n'imagine pas assez. Mais ça devait être aussi difficile par rapport aux acteurs. Ça a dû demander une certaine préparation physique et mentale de tourner dans un cadre si obscur et si humide. Bah, c'est surtout qu'en fait, si tu veux, les comédiens voulaient être à l'aise avec le principe d'être mineur de fond, ce qui est quand même déjà pas simple. Donc après, tu as Samuel qui est de base très sportif. Mais ça a été surtout une préparation. On les a fait venir dans ce lieu assez. En fait, il y a eu 2 parties. La première, c'est le Nord. On les a fait aller au musée de la mine, à visiter les lieux, discuter avec des gens, et puis se rendre compte du métier, manipuler les outils pour que ce soit naturel. Donc tout ça a été une première phase qu'ils ont adoré parce que c'est un truc qu'on fait sur des plus gros films normalement. Et ensuite, il y a eu la phase où on leur a dit, les gars, on va tourner dans un lieu, vous allez le détester ce lieu, sachant que vous n'êtes pas avec des grosses doudounes comme l'équipe. Où vous êtes, on pouvait mettre au mieux une espèce de petit damar en dessous, mais limite c'est tout. Et donc du coup, on leur a fait voir le lieu, on leur a dit voilà, psychologiquement, on arrive, il fait nuit, on sort, il fait nuit, le midi, on bouffe à l'entrée, il fait pas très jour. C'est comme ça pendant presque 6 semaines dans le noir. Il y a pas de réseau, pas d'Instagram entre les prises, les gars. Il y a pas de Toki parce que ça passe pas. Et pour pisser, tu marches un quart d'heure, quoi. Donc, c'est une démarche, sur 2-3 jours, tu t'en fous, sur 5-6 semaines, faut être dans le mood, hein, c'est parti. Il faut venir avec sa Switch, quoi. Exactement. Sur le combo, ça aurait été cool. Donc, ouais, non, c'était particulier de rentrer dans ce truc-là, et en fait, on les a fait venir, hein, on a fait même les essais caméras sur place, et ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit ça va être horrible, mais on va s'en servir pour nos persos, donc c'est cool. Et du coup, quand ils tombent, ils se font vraiment mal, quand il y a de la fumée, quand tu vois qu'ils parlent et ils ont vraiment froid, et en fait, ils s'en servent. Et Samuel disait un truc intéressant, là, quand on a fait notre petite tournée Junket, où il disait, le seul moment où on n'avait pas froid et on était bien, c'est quand on jouait, parce que t'oublies, en fait, quand tu joues, t'oublies ce que tu vis en tant que personne, physiquement, tu rentres dans un délire. Et il disait, donc on avait hâte de jouer à chaque fois. Ils avaient des loges, mais elles servaient à rien, elles étaient trop loin, il fallait prendre une bagnole. Déjà, il fallait marcher un quart d'heure, prendre une bagnole. Bon, c'était foutu, quoi. Donc, là, t'assumes, quoi. Ouais, moi, ça m'arrangeait. Ouais, tu m'étonnes.
Ça devait être assez intense. Et quand j'ai vu Gueule Noire, ça m'a beaucoup fait penser donc à The Descent, à Lovecraft, mais aussi à La Momie, la version des années 90, ou encore à Catacombes. C'est quoi tes inspirations en dehors de The Descent et Lovecraft pour le film? Alors, en dehors de tout ça, on va dire évidemment du Indiana Jones, forcément, et qu'il y a un peu de mécanique, il y a même un plan, il y a plein de choses un peu piquées partout. La Momie, évidemment. Moi, je te dis, le premier film sur lequel j'ai bossé, c'est G.I. Joe, donc Stephen Sommers, ça m'a fait bizarre. Et puis La Momie, c'est mortel. Le premier. Après, et puis le premier des années 90, hein, personne ne regarde. C'est peut-être le seul mauvais film de Tom Cruise ever. Non, mais après, pas mal d'inspi jeux vidéo aussi. Je suis un gros gamer. C'est tatouage de The Last of Us partout. Je joue tout le temps. Enfin, tout le temps quand je peux, donc la nuit. Mais non, du coup, par exemple, je sais pas, j'ai retrouvé un peu des vibes de quand je jouais à Skyrim. Quand tu vois une grotte, tu vas et puis tu descends et puis il y a des squelettes, puis il y a un tombeau, faut pas l'ouvrir, mais tu l'ouvres quand même. Et puis en fait, dedans, il y a un démon qui sort et puis qui te tue. Et puis il y a des vieilles épées avec les squelettes et tout. Ça m'a vraiment fait penser à Skyrim. Bah oui, voilà, c'est le coup de ramasser l'épée, qu'elle se brise, etc. Enfin voilà, ça, c'est tout des petits trèfles où tu as envie d'aller. Moi, sur le décor, j'avais envie d'appuyer sur croix. Tu sais. Des quêtes. Je me suis dit, quand tu as cette sensation-là, tu le dis à personne, sinon tu passes pour un fou, mais c'est cool. Donc ça, non, ça, c'était vraiment chouette. Ouais, des inspirations plus comme ça. Tout ce qui est sur l'obscurité, par exemple, beaucoup de Dead Space. Dès que j'éclairais ma bestiole dans le noir, à un moment, j'ai fait faire une crise cardiaque, je suis allé pisser, et puis il m'avait pas dit qu'il l'avait déplacée. Donc j'ai fait ma frontale et elle était au-dessus de moi. Oui, elle fait 3 mètres en plus. Ouais, 2,60 m, ouais. C'était... Oh bah oui, mais ça calme. Alors pour moi qui fait 1,20 m, tu vois, c'est... Non, mais franchement, ouais, des inspi un peu partout, mais des morceaux de trucs comme ça. Et puis, ouais, carrément, c'est toujours cool de dire, ouais, regarde, il y a une crypte, il y a un tombeau, il y a des squelettes. Ça emmène à plein de refs qu'on adore. Petit côté Doom aussi. Ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est bien ça. On parlera pas de Doom parce que sinon ça va faire. C'est un autre podcast Doom. Tout à l'heure on parlait du centre de préparation que tu avais fait avec les acteurs et tout. Est-ce que de leur côté les acteurs, il y a eu une espèce de préparation physique particulière justement pour endurer ce tournage de 6 semaines sous terre comme ça? Bah, eux se sont entraînés un peu. Alors déjà, je voulais qu'ils restent souvent en groupe. Donc, on leur a fait faire des activités, on les a laissés tout le temps. Bah, tu sais, tu les laisses dans le nord à l'hôtel, il n'y a pas trop de choses à faire. Donc, ils sont obligés de rester ensemble. Donc, ça, c'est bien. Non, eux, chacun ont voulu rentrer dans leur délire, chacun. C'est-à-dire que, par exemple, Diego Martin, lui, qui est le spécialiste en explosifs, il est allé parler à un bout de feu, un vrai bout de feu. Alors, on appelle les bouts de feu, c'est les gens qui faisaient tout péter dans les mines. Et il a dit, je veux faire. Il a fait carrément une mini formation avec ce mec de comment manipuler les explosifs, chose qu'on voit très peu dans le film. Et il voulait, on le voit faire péter des trucs, mais lui, il voulait comprendre toute la logique. Quel fil avec lequel, pourquoi. Quelle est la distance de sécurité, que pas du tout respectée dans le film, mais parce que sinon c'est compliqué. Mais en fait, tout ça, il voulait savoir. Et chacun a fait sa préparation. Et physiquement, d'ailleurs, lui, on lui a dit, attention, moi, je portais une caisse, elle est vide. La caisse qui porte les dynamites, elle fait 15 kilos. Parce qu'elle est en bois. Ah oui. Et pour éviter, en fait, tout ce qui est contact avec le métal, etc. Donc, c'est des caisses en bois et des morceaux de bois à l'intérieur pour séparer chaque bâton. Et donc, en fait, on a pris cette caisse, elle est dans le film, hein, c'est celle qui est dans le film. Et du coup, il s'est entraîné bizarrement à la porter. Il disait, nous, en fait, ce que je faisais, c'est que je la portais d'un côté le matin et de l'autre côté l'après-midi. Enfin, ils se sont un peu chacun débrouillés à faire des trucs. Ils ont appris à utiliser une pique, pas une pioche, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout bête. Mais en fait, la position des mains, comment faire ça. Enfin, voilà, je me revois, moi, dans mon jardin en train d'essayer de planter une plante et je fais ça n'importe comment. Les mecs, c'est des pros, ils savent. Enfin, c'est ça, c'était génial parce que c'est un temps souvent que tu as du mal à avoir. Et comme nous, on avait beaucoup de prépa sur place, on a fait venir tout le monde une semaine avant et on leur a dit, voilà, vous avez chacun des activités, vous les faites pas, mais on vous fait rencontrer des gens, vous pouvez vous entraîner. Et en fait, c'était plus basé là-dessus. Après, l'entraînement physique, tu sais, en soi, t'es quand même dans une galerie et t'avances. Donc, c'est pas non plus... Si, après, Samuel, qui est très sportif, forcément, toutes les parties, voilà, je veux pas dévoiler, mais il y a un moment où il descend une corde et il a pas voulu de baudrier. Il est monté à main nue à 7 mètres. Il a dit, je le fais qu'une fois, les gars. Il est descendu. C'était génial. Mais voilà. Non, c'était plus ou moins des entraînements un peu individuels. Ok. Et tes 2 premiers films, ils étaient tournés en anglais. Celui-ci, il était tourné en français. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Il y a une transition. Le premier, il est en anglais. Le deuxième, il y a un peu de français dedans. Le troisième, enfin, j'ai dit, en fait, je suis français. Non, écoute, c'est toujours des raisons de prod. En fait, le tout premier film, c'est un film totalement indépendant, fait avec moins d'1 million d'euros. Donc, en fait, tu le fais pour les ventes inter. Il n'était pas censé sortir en France. Il est sorti sur quelques copies. Du coup, tu le fais en anglais. Ça a bien marché à l'inter. On est très content. Mais il y a une logique là derrière. Méandre, c'est un film sur lequel, pour avoir assez de blé, il fallait à la fois que la moitié du film soit en français pour que OCS monte sur le projet et que la moitié soit en anglais pour que les vendeurs inter mettent plus d'argent. Okay. Donc, tu sais, Revenge a fait la même chose. C'est pour ça qu'il y a du français et de l'anglais. Moi, je voulais pas. Sinon, c'est 2 versions du film. Ça, je voulais pas. Du coup, ça, c'est une autre démarche. Et là, en fait, si tu veux, j'arrive à mon 3e film. J'ai assez, entre guillemets, de bagages pour dire on fait un film en France. Puis j'arrive dans une période où c'est plus facile de monter moins difficile, comme je disais, de monter ces films-là. Et puis là, maintenant, c'est bon. Voilà, j'ai fait un film avec un cast français, des acteurs français. Et maintenant, les prochains projets, le seul prochain projet que j'ai en anglais, c'est parce que c'est un film ricain, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, la raison, elle est. Malheureusement, je pourrais dire plein de trucs philosophiques, elle est économique la plupart du temps. Alors moi, du coup, j'aimerais revenir sur un aspect que j'ai adoré dans le film, c'est la créature. Savoir un petit peu comment s'était passée la collaboration avec Spadaccini, qui est un des grands noms du FX en France. J'ai bien aimé le fait qu'on s'éloigne clairement d'une espèce d'humanoïde à la The Descent pour aller vers quelque chose d'un peu moins défini, une espèce de truc clairement pas humain. Enfin, c'est clairement une divinité. Je voulais savoir quelle était la part de Spadaccini dans la créature, quelle était ta part à toi, et grosso modo, comment est-ce qu'elle avait été pensée? Alors, il y a je vais pas dire pas, mais il y a très peu de films de monstres en France, où tu crées un vrai monstre tout seul, à partir de rien. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, où est-ce que je vais aller chercher de l'inspiration là-dessus? Si en Europe, on va dire l'évidence, c'est l'Espagne, où les mecs sont ultra calés. Voilà. Donc j'ai dit, je vais pas aller en Espagne. Du coup, on va essayer de trouver d'autres inspirations. Et du coup, ouais, chercher l'inspiration, je l'ai trouvé côté asiatique, et je suis allé au Japon. Et en fait, j'ai rencontré un sculpteur qui s'appelle Yoneyama Keizuke, qui fait des œuvres de Lovecraft beaucoup, mais d'une façon complètement différente des autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être très organique et très suintant, quoi, c'est très sec à base d'os, de feuilles, un truc très particulier. Et j'ai vu des designs qu'il avait fait, et je dis voilà, ce serait cool qu'on bosse ensemble pour créer un design. Voilà. J'avais prévenu Spada et je lui avais dit écoute, je vais revenir avec un design, et il dit super, comme ça, trop bien. J'arrive, je me concentre sur comment rendre ça réel. Et donc je lui ai ramené ce design et il m'a dit c'est l'horreur, comment on va faire? Donc en fait, on est très vite parti sur l'idée effectivement de faire. Moi, ce que je voulais, si tu veux, c'est, tu l'as très bien dit, en fait, c'est comme quand Del Toro parle de sa créature dans La forme de l'eau, où il dit en fait c'est un dieu qui a été capturé, il était considéré et vénéré comme un dieu, il a été capturé, et là, vous l'avez ramené au stade de créature emprisonnée, mais en fait, c'est une déification de quelque chose, et là où il était, donc ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait, espèce de petit parallèle avec Creature of the Black Lagoon, parce qu'en fait, c'est un peu ça, en fait, c'est un peu l'idée. Moi, je voulais faire le versant un peu vénère de ça, c'est un peu en colère, un peu pas sympa, mais qui est aussi voilà vénéré, ce qu'on découvre au fur et à mesure du film, hein, il y a tout un culte autour de lui. Du coup, ça ramenait à aussi des idées peut-être de statues. On peut parler de Shiva, on peut parler de plein de choses, mais il y a plein de référents là-dessus. D'être dans un truc qui est tout de suite pas humain et de l'assumer à 100%. Ça ramène à Lovecraft aussi, hein, forcément, avec des espèces, une façon un peu plus soft, parce que Lovecraft, alors, ça part carrément dans des trucs extrêmes. Mais ouais, non, l'idée, c'était de ramener ça à quelque chose de... C'est typiquement le genre, ce qu'on fait dans le film, hein, c'est typiquement le genre de truc où tu pourrais avoir une peinture ou un hiéroglyphe de ce truc-là et dire, wow, ça, c'est clairement pas humain, il y a des attributs qui y font penser, mais clairement, c'est un truc, tu le vois, tu sais que c'est pas vite, en courant. Ouais, je vais jouer avec ça, en fait. Et les trucs sur il y a une scène dans le film qui rappelle aussi le principe de la Gorgone et tout. Enfin, voilà, il y a plein de choses mythologiques. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a passionné là récemment. J'ai vu une vidéo t'as plein de scientifiques en Égypte et qui ouvrent un sarcophage qui a 3000 ans. Et ils ouvrent le sarcophage devant toute la presse qui prend plein de photos. Et tu découvres cette momie enchaînée, oui, presque enchaînée à l'intérieur avec un masque mortuaire très bizarre, un peu loin des rêves qu'on peut avoir tous. Et je me suis dit, mais en fait, d'un côté, t'as la version très cartésienne du truc où tu dis, bah, en fait, il y a un gars qui a été momifié il y a 3000 ans, et puis là, on l'ouvre, et puis c'est un corps d'un gars qui est mort, on s'en fout, quoi, mais c'est joli, quoi, c'est cool, enfin, c'est impressionnant. Et de l'autre côté, t'as le côté mythologique que je trouve génial, c'est que ce gars, il y a 3000 ans, il dit, je vais traverser le temps, je vais être immortel, et je vais aller à la rencontre des
des gens du futur et cosmiques et machin. Et en fait, le mec, 3000 ans après, il y a les plus grands esprits du monde avec toute la presse qui est en train de... Donc le mec a réussi, en fait. Et je trouve ça assez fou en termes un peu mystiques. Et je voulais jouer un peu avec ce côté-là aussi. Tu vois, le mec, il dort, il se réveille, il y a des mineurs des années 50. Il panique. Voilà. Dernière question, quels sont tes conseils en fait pour des jeunes réalisateurs qui voudraient se lancer dans le genre? Et voilà, qu'est-ce que tu leur dirais, histoire qu'ils se découragent pas trop vite? Déjà qu'il arrive au bon moment, que c'était, je pense, extrêmement difficile pour ceux qui ont fait les French Fire. C'est moins dur pour nous, c'est moins dur qu'aujourd'hui. Et ça sera de moins en moins difficile, je pense, sincèrement, vu que plus il y a de films, plus il y a de précédents. Donc c'est facile de dire que c'est possible. De rien lâcher, de bosser à fond, d'assumer ses influences parce qu'elles sont là, et d'essayer quand même de dire quelque chose de... C'est toujours difficile d'assumer toutes les influences et d'essayer de raconter quelque chose qui nous est cher, et qu'un film, c'est long, ça prend 2-3 ans au mieux. Donc d'aimer son sujet à fond, quitte à ce que, voilà, même si certains disent je sais pas trop, on sait pas, on y va. Ce qui est important, c'est de le faire. Aujourd'hui, on peut faire un court-métrage avec ça, hein. Donc voilà, de faire des choses, mais de les montrer. C'est le plus dur parce que souvent, moi, je connais plein de gens qui montrent et qui font pas. Enfin, l'inverse, pardon, qui font mais qui montrent pas. Et en fait, il faut aller partager. Moi, c'est pour ça que je fais toutes les tournées de festivals, etc. Donc voilà, de rien lâcher, montrer son travail, et le genre, on aime ça en France. Il y a un public. Il faut aller le chercher, c'est tout. Et ben voilà, il nous reste 30 secondes avant la fin de la réunion. Merci beaucoup, Mathieu. Avant que ce Zoom s'autodétruise, merci. Et félicitations pour le film, il est super en vrai, bravo. Ouais, bravo, top, bien joué. Merci à vous les amis. Merci à Mathieu Turi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. On rappelle que Gueule Noire est dispo dans toutes les salles de cinéma depuis le 15 novembre. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker le podcast, 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.